Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de Bouche. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus dans un lieu merveilleux qui valorise cette fois-ci la cuisine en banlieue, puisque nous sommes à Asnières-sur-Seine, sur les bords de Seine, au restaurant Splash, ça ne s'invente pas. C'est un des fleurons des bistrots pas parisiens dont on va parler dans un instant. Et pour parler de bons produits qui donnent envie, nous avons constitué un tour de table au Talent Food, puisque nous sommes avec Nina Métayer, la grande pâtissière au style délicat. Bonjour Nina. Bonjour. Nous sommes avec Aurélie Chéniaud, la spécialiste des bonnes adresses au Journal du Dimanche, mais pas que, aussi sur M6, le combat des régions tout l'été. Et puis nous sommes avec Priscilla Lanzarotti, la renversante Instagrammeuse, bec sucré. Passionnée du sucré. Exactement. Nous sommes avec Jean-François Bury, le régional de l'étape également, le chef de la cabane à Nanterre et champion du monde des traiteurs. Entre autres. On va en parler aussi. Et puis enfin, nous sommes avec, qui ne connaît pas, Stéphane Rothenberg, le journaliste animateur de Top Chef et de Pékin Express, oui. Mais aussi la puissance invitante, puisque tu es l'ambassadeur des bistrots pas parisiens. Associé, même pas que ambassadeur. Exactement. C'est quoi les bistrots pas parisiens? En fait, l'avantage, c'est qu'ils portent bien leur nom. Ouais. Donc, c'est assez simple. Ce sont des bistrots toujours en banlieue, proche banlieue pour l'instant, on va s'éloigner parfois dans les années à venir, et avec toujours effectivement une cuisine de chef, donc c'est toujours un chef qu'on a récupéré dans des bonnes maisons, qui vient cuisiner et faire des plats simples, c'est 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, toujours du frais. On essaie toujours d'être à 39 €, 40 € en menu, accessible, c'est l'obsession chez nous, voilà, même sans dégrader le cadre, comme on peut le voir ici. Oui, derrière nous, il y a même une petite piscine, c'est un peu le Nikki Beach des Hauts-de-Seine. Oui, voilà, et puis en hiver, ça devient une station de ski, ça qui est assez étonnant, mais effectivement là on a un côté paillote, et puis voilà, puis il y a des transats, là-bas les gens peuvent passer la journée s'ils veulent. Il y a quoi? Il y a 9 adresses? Oui, et puis surtout il y a le premier bistrot Top Chef, qui est une association entre M6, qui paraît logique pour moi, et les bistrots parisiens, où là effectivement c'est les anciens candidats qui signent des cartes, et puis j'espère que tu signeras une carte bientôt. On déguste les plats des concours, de l'épreuve, modifié en dressage pour être bistrot, va être capable d'envoyer quand même 200 couverts et non pas juste les 4 assiettes du concours. Donc voilà, ça c'est la grosse nouveauté de l'année, et on va comme ça. Bon, il y a un bistrot Top Chef et il y aura beaucoup plus de bistrots parisiens. Il y avait déjà un ancien Top Chef qui est assez connu, qui est Norbert Tarrer, vous connaissez bien tous les deux. Qui fait partie de l'équipe et qui est avec nous, et heureusement qu'on l'a. Chez Saperlipopette à Puteaux. Exactement. Il est toujours là. Il y a quoi? Il y a Macaille. Alors, on fait toute la histoire. Donc, alors à Suresnes, il y a là-haut et le bistrot Top Chef. Ouais. Ici, à Asnières, il y a effectivement le Splash. À Rueil, il y a Sapristi. À Puteaux, il y a Saperlipopette. Il y a le bistrot de Paris. Et il y a, si on s'en sort, 2 ouvertures encore avant décembre, et 3 ouvertures en 2023. Voilà, ailleurs, mais ça, voilà. Mais alors, tu es quelqu'un quand même de bien occupé, parce que tu fais quand même les deux gros blockbusters d'M6. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris de venir comme ça Le hasard, c'est que mes bureaux sont juste là. Okay. Et donc, j'ai vu cet endroit sortir de terre. Et c'était fascinant à voir. Parce que depuis que je fais Top Chef, on propose de faire des restaurants. Mais je connais pas les gens, je suis un peu prudent quand même, etc. Et surtout, je voulais pas être juste ambassadeur, justement. Ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment faire quelque chose d'un peu plus légitime ou plus crédible. Je suis pas restaurateur, je suis pas chef. Enfin, je suis pas chef, mais l'idée d'éventuellement être restaurateur, je sais manger. Si, sur les plateaux. J'aime bien manger. Et là, j'ai vu cet endroit naître. Au départ, c'était un restaurant étoilé pourtant, mais qui était un peu fatigué, un peu tristoun. Et puis j'ai vu les équipes des bistrots pas parisiens créer cet endroit complètement incroyable. J'ai rencontré les gens, j'étais là, j'ai mangé avant l'ouverture. J'ai vu les chefs, j'ai vu les brigades. Et naturellement, ils m'ont dit « Mais tu veux nous rejoindre ?» Bah viens. J'ai dit « Attention, si je rejoins, je mets des sous, on y va, etc. » Et c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, je me suis complètement impliqué dans les... Alors, attention, je n'invente pas un métier que je ne sais pas faire, mais j'apprends. L'avantage, c'est que j'ai vu ça tout ça naître. Je connais les gens, on est 75 ici, dans un restaurant comme ça, 400 au total dans le groupe, parce que quand on est un peu en galère dans un resto, on joue au bonneto et on vient renforcer les équipes. C'est l'avantage du réseau. Souvent ici le week-end, quand on dépasse 500 couverts, on commence à être un peu difficile. Donc on ramène des gens des autres restos. Voilà, donc c'est génial de vivre une aventure comme celle-là. Effectivement, de temps en temps, je disparais.
Quand je fais Pékin Express, je suis plus là, mais Dieu merci, la maison est bien tenue. De toute façon, moi, essentiellement, je suis là pour porter de nouveaux projets. Ça, c'est passionnant. Et puis, effectivement, pour incarner un peu le restaurant en salle quand je suis là. Donc ça, c'est rigolo, rencontrer les gens, avoir leur retour. Donc voilà, ça, c'est passionnant. Tu connais Nina? Oui. Qui ne connaît pas Nina? Meilleure pâtissière de France, chef pâtissière 2016, 2017, Goemio, le chef, etc. Mais comme ça ne suffisait pas, tu as décidé de passer... Je m'entraîne pour le concours des meilleurs ouvriers de France cette saison. Donc gros concours, parce que Voilà. j'ai appris que c'était une fois tous les 4 ans. Oui. Donc À peu près, c'est gros ça. enjeu. Oui, bah là c'est un gros entraînement, ça fait plusieurs années maintenant parce que ça a pris un peu de retard avec toutes les années qu'on vient de passer, mais donc du coup ça fait 3 belles années d'entraînement déjà, donc là j'ai hâte que... Donc la passer les prochaine fois sélections. qu'on fait une émission avec toi, la petite collerette bleu, blanc, rouge. Non, non, ça on verra. De toute façon, c'est pas tout de suite parce qu'il y a les sélections à passer. Et puis après les finales, donc déjà il y a un beau travail qui continue à m'attendre. Ouais. Et puis après, on verra. C'est un Alors. des concours les plus difficiles du monde quand même. Donc, Et c'est plat imposé, plat libre, comme en cuisine? alors c'est des sujets qui sont très précis. On a un timing, on a des choses à faire avec des choses qui sont libres et des choses qui sont moins libres. Donc voilà. Il y a un chef qui Alors après, t'entraîne ou- j'ai des chefs qui peuvent m'accompagner si j'ai des questions, des doutes ou des choses comme ça qui vont venir voir mon travail et un peu me donner des conseils. Mais c'est un gros travail personnel, surtout Ouais, que bien sûr. je suis toute seule, c'est pas un concours d'équipe. Et puis c'est poussé jusqu'au bout sur la précision du geste, la précision de la recette, comment on le fait, avec la rapidité d'exécution aussi, la technique. Enfin vraiment, ça englobe énormément de savoir-faire. Et il y a aussi un gros travail sur soi qu'on doit faire, la gestion tes émotions, du stress, de comment... Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ta pâtisserie, c'est la délicatesse? Parce que j'ai vu que c'est un mot que tu utilises beaucoup. Oui. Et ce qui est important, comme dans la mode, c'est le style. Voilà, alors moi j'aime bien ce mot délicatesse parce que je trouve que ça représente bien ce que j'ai envie de faire. Donc j'aime les pâtisseries qui sont délicates en termes de visuel, mais aussi surtout de goût. D'avoir quelque chose qui soit... en fait, la pâtisserie, c'est quelque chose qui est très émotionnel et c'est très propre à chacun. On n'a pas besoin de sucré pour vivre, si on a besoin de sucre pour vivre. On n'a pas besoin de manger de la pâtisserie, c'est pas essentiel, c'est pas comme quand on a faim, il faut se nourrir, on mange, voilà, c'est pas essentiel. Mais par contre, c'est essentiel au bonheur, c'est essentiel au bien-être, c'est essentiel à tout ce qui fait qu'on vit heureux pour moi. C'est cette mémoire gustative qui est très très importante et très marquée. Depuis qu'on est petit, le sucre, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on affectionne. Donc il y a tout un lien presque charnel avec le sucre, sur les souvenirs, sur le passé, mais aussi sur des moments qui marquent. Donc en fait, on rentre un peu dans l'intimité des gens quand on partage un petit moment d'intimité avec les gens quand on fait des desserts et je trouve ça assez chouette. On va déguster quelques petites pâtisseries dans un instant. Jean-François, toi, t'es arrivé dans la cuisine grâce à ta maman. J'ai vu qu'elle a dit, comme t'es beau garçon, tu devrais être serveur. Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, non mais alors pour la petite histoire, quand je suis rentré à l'école hôtelière, j'ai commencé pour être serveur. Et en fait, la première année à l'école hôtelière, tu fais cuisine et salle. Et au final, au bout de la première année, je me suis dit, non, finalement, la salle, c'est pas mon truc. Et j'avais un maître d'apprentissage, un prof, qui m'a vraiment donné cette envie de faire de la cuisine. Ouais. Et du coup, la deuxième année, j'ai choisi naturellement la cuisine. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais parti pour être serveur. Et alors, pourquoi tu as appelé ton restaurant La Cabane ? Alors la cabane, c'est pareil, une petite histoire un peu sympathique. En fait, ma femme et moi, on s'est rencontrés à l'hôtel Shangri-La. Moi, j'étais responsable de toute la partie événementielle. Parisien. Et elle était responsable de toute la partie peinture décorative, puisque son métier, c'est peintre en décor. Là, maintenant, elle m'a rejoint dans le restaurant, mais son premier métier, c'est peintre en décor. Et en fait, quand on a commencé à flirter un petit peu à l'hôtel, tu dois savoir, dans les hôtels, en fait, il y a des caméras partout, tout se sait très très vite. Et du coup, on s'est un petit peu planqué. Et Anaïs, vu qu'elle travaillait au service technique, elle avait accès à des locaux techniques en fait un petit peu cachés qui étaient au-dessus des salons historiques. Parce qu'en fait, dans l'hôtel Shangri-La, il y a des salons historiques et au-dessus, il y a des petits... C'est bon à savoir pour tout le monde d'ailleurs. Il faut les clés. Il faut les clés. Et du coup, quand elle m'envoyait un petit texto pour qu'on se retrouve, elle m'envoyait on se retrouve dans la cabane. Parce que c'était du coup notre cabane à nous, dans l'hôtel. Et quand on a monté le projet du restaurant, en fait, ce nom cabane est venu naturellement en se disant c'est notre histoire en fait. L'histoire de notre restaurant et notre histoire à nous. Et on voulait un lieu qui soit un peu comme ici,
un lieu où tu te sentes bien, qui soit agréable à regarder. Donc elle, comme elle est décoratrice, peintre en décor, la décoration du restaurant a été faite par elle et donc est un peu faite comme une maison où les gens se sentent bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent on se sent bien chez vous, le lieu est accueillant, les matières sont sympas. Enfin voilà, on a mis du bois, du cuir, des matériaux de récupération aussi beaucoup parce qu'on aime bien ça, elle et moi, ce côté récup. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous as amené là? J'ai ramené une petite spécialité de la cabane. C'est ma passion, le passer en croûte. Voilà, c'est quelque chose qu'on met parfois à la carte. Donc du coup, j'ai ramené un petit peu de pâté en croûte si vous voulez goûter Avec grand plaisir. le pâté en croûte de la cabane. Parce qu'il y a quelques années, c'était un peu désuet, le pâté en croûte, la charcuterie, ça revient et là, beaucoup. c'est le must absolu. Ouais. Alors moi, Ouais. mes parents me disaient, enfin moi, je voulais toujours du pâté en croûte, et mes parents ne comprenaient pas. Et maintenant, je suis contente parce que maintenant, tout le monde me comprend quand je veux du pâté en croûte. Alors. Mais maintenant, beaucoup s'y sont mis. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi c'était parti un peu en désuétude. Et en fait, il y a le concours du championnat du monde du pâté en croûte qui a, je pense, aussi relancé un peu. Donc là, on est sur un pâté en croûte uniquement en volaille. Donc en fait, il y a pintade, canard. Tu veux dire que c'est léger? Ouais, complètement. Bah, il y a du foie gras un petit peu quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un petit peu de gourmandise quand même. Débat. Tu dis pâté en croûte ou pâté croûte? Moi, je dis pâté en croûte, mais de toute façon, comme je travaille avec Hélène Darroze régulièrement, il n'a jamais été en désuétude avec moi, le pâté en croûte, parce qu'effectivement, je pense que... Bonne ambassadrice du Sud-Ouest. Oui, voilà. Et alors, pendant que tu pour sers, servir. Merci. moi j'ai découvert un titre. Il y a beaucoup de champions du monde, mais alors, champion du monde des traiteurs, je ne connaissais pas. Eh ben non. moi, je Malheureusement, connaissais. Ah oui, grâce à moi, parce qu'on s'est croisés. t'as Mais fait c'est Top Chef vrai aussi. Il a fait Top que Chef, et on a insisté lourdement, forcément, sur son pédigré. Oui. Et on a insisté Mais beaucoup sur son c'est- titre de champion et du monde. c'est vrai. Je crois que c'était même en permanence dans le synthé qui oui, t'illustrait. champion du monde traiteur. T'es Mais resté c'est- longtemps sur Top Chef? On est juste avant les quarts de finale. Oui, J'ai il a fait un bon parcours. j'ai fait un parcours pas déméritant. on va Non. dire. Donc ouais, non, champion du monde traiteur, c'est vrai que... Je goûte, hein. Allez-y, hein, déguster, c'est un concours qui est pas mis en avant, qu'on ne connaît pas. Pourtant, il a lieu au CIRA quand même. Le CIRA, c'est là où on a les Bocuse d'Or et les championnats du monde de la pâtisserie. Qui réunit tous les acteurs de la qui profession, réunit tout autour de le la monde. cuisine, la restauration. Et en fait, nous sommes est le vraiment premier très, très concours bon. du Ah ouais. CIRA, le championnat du monde des traiteurs. Et c'est pendant la préparation de ce concours que j'ai appris, parce que je ne suis pas charcutier au départ, je suis cuisinier. Et c'est vrai qu'en cuisine, tu n'apprends pas à faire du pâté en croûte. C'est vraiment une charcuterie. Et j'ai appris, parce que je me suis entraîné pendant... Donc on a une année pour passer le championnat de France et une année, donc quand on est qualifié, pour passer le championnat du monde. Donc pendant 2 ans quasiment, je me suis entraîné sur du pâté en croûte parce que comme ce concours est organisé par la CNCT, c'est la Confédération nationale des charcutiers traiteurs, il faut qu'il y ait de la charcuterie sur ce concours. Et alors, le Donc, concours, c'est quoi? C'est de faire un buffet? C'est de faire un grand banquet? C'est quoi? Ben, c'est un concours sur 2 jours. Donc il y a 10 heures d'épreuve la première journée, 5 heures la deuxième. Et en fait, on prépare comme un traiteur classique dans un laboratoire. Donc c'est des cuisines de lycée hôtelier. On prépare comme si on allait faire un événement. Donc là, il y avait du pâté en croûte. On devait faire des entrées, des plats, des desserts. Et on devait, le jour, donc le lendemain, préparer un buffet comme un traiteur et envoyer. Donc c'était en grosse quantité, c'était 10 à chaque fois. Bon, grosse quantité, mais on n'est que 2 à réaliser sur 2 jours. Nous, Donc, on ce l'a qui est fait en compliqué, c'est 2017. qu'il faut à la fois faire de la qualité et de la quantité. Exactement. Qualité et quantité et régularité. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il faut gérer son stress, il faut gérer son temps. Et quand ton concours il dure 15 heures, bah, imagine-toi que l'organigramme il est hyper compliqué. Quand on est 2 en plus à travailler parfois dissociés et parfois en commun sur certaines mises en place. Par exemple, sur les pâtés en croûte, ça prend un temps fou à faire un pâté en croûte entre la création de la pâte, fonçage, farce, moulage, cuisson. Enfin, c'est vraiment un temps assez conséquent. Donc du coup, ouais, c'est la gestion du temps et du stress. Je pense que sur un concours, c'est ce qui va être le plus important. Tu nous as amené un livre? Alors ouais, Un je voulais. grand spécialiste. Tu m'as demandé de ramener un bouquin et c'est Ouais. vrai qu'en ce moment, je suis très sur la charcuterie. Ouais. Tu vois. Et du coup, Sébastien Zozaïa, que je connais, on s'est rencontrés et lui aussi a passé le championnat du monde que j'ai passé. Bon, il est arrivé 2e et c'est un très, très beau titre déjà. Et derrière, il a passé les meilleurs ouvriers de France. C'est-à-dire qu'il a passé ce concours et derrière, il a enchaîné avec les meilleurs ouvriers de France. Donc lui est meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur, parce que son métier d'origine, lui, c'est charcutier. C'est un bouquin où en fait, tu peux vraiment comprendre Mais t'es et faire accompagné les en choses. fait. Ouais. Et ça, j'ai adoré que enfin quelqu'un sorte un bouquin où c'est pas juste des belles photos, où c'est vraiment des réalisations que tu peux les faire et tu as les techniques. Et c'est vrai que grâce à lui, moi, je me suis lancé, tu vois, j'ai fait un jambon sec. Je sais
Je peux voir. Truc que j'aurais jamais fait avant, mais je me suis lancé. J'ai fait un jambon blanc, un jambon de Paris. J'ai fait un jambon sec là, qui est en train de sécher. J'ai une cave à vin au restaurant, donc là il est en train de sécher dans la cave à vin. Et c'est vrai que du coup tu peux vraiment avoir tout, du début à la fin. Il t'explique les décoctions, les saumures, etc. Et donc je remercie Sébastien pour ce magnifique bouquin que j'ouvre régulièrement. Ça rend la charcuterie accessible à la maison. Et puis ça rend la charcuterie sexy, c'est-à-dire que la charcuterie, c'est vrai que souvent on dit ah non machin, mais en fait tu vois que tu peux faire des très jolies réalisations. Stéphane, t'as pas eu de velléité de faire de livres de cuisine? Quelles sont les étapes Non. de cuisson? Non, parce qu'effectivement, moi je cuisine pas, moi je suis là effectivement pour mettre en valeur les cuisiniers, donc c'est vrai que c'est mon boulot. Si jamais il y a, j'ai fait les préfaces de tous les bouquins Top Chef à chaque fois, ça c'est sûr, il y en a eu beaucoup et ils se vendent très bien. Donc c'est vrai que tous les livres Top Chef, je préface. Mais c'est mon rôle. Bien évidemment, je suis pas cuisinier, mais par contre, effectivement, faire un livre qui réunirait quelques-uns des anciens candidats, etc., pourquoi pas? Ça, effectivement, il y aura sans doute des possibilités. Je sais faire à manger parce que j'ai eu charge de famille, donc quand à la maison, il faut faire à manger pour les enfants. Mais donc je sais cuisiner, mais je sais pas vraiment, voilà, je sais faire à manger, je sais pas cuisiner. Et j'aime bien cette idée d'un livre très didactique comme ça, où effectivement on explique, parce que parfois, tu as une liste comme ça de choses avec des termes techniques. T'as pas les coups de main. Voilà, et t'as pas les coups de main, C'est compliqué. Il Faut trouver les ingrédients qui conviennent à tout le Exactement. monde, les ustensiles, les termes techniques qui doivent pas être trop techniques. Ouais. Voir la texture des ingrédients au moment où on le fait, parce que Exactement. souvent, C'est vrai, nous, c'est vrai. en pâtisserie, c'est vraiment comme ça. Nous, on essaie de mettre un maximum de pas à pas aussi, mais c'est parce qu'il faut qu'ils voient quand on rate. Est-ce que c'est raté ou est-ce que c'est normal que Et en fait, si on ne sait pas, si on va continuer la recette, alors qu'on pourrait très bien reprendre la recette, cette étape-là de la recette rapidement pour qu'après la recette à la fin soit bonne. Et si on est un peu perdu avec simplement la liste des ingrédients. Ça, c'est ce que tu fais dans ton livre. Oui, alors fais aussi pas, des recettes. pas autant, non. Mais nous on a sur chaque étape aussi. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai fait avec mon mari. Oui, on a toutes les choses un peu techniques. Après les choses de base, on les a fait montrer une fois, on les montre au début ou à la fin. Et après les choses un peu techniques où là il faut. Pardon, Hélène, qu'est-ce que j'adore ça. On va voir, Si, ouais, t'as quand même- oui, sur les techniques. Alors après, il y a toutes les vidéos qu'on a aussi sur YouTube. Il y a ceux Donc, on a qui aussi, font c'est et puis il y a ceux qui Ouais. dégustent. Ça, Priscilla. Non, mais d'ailleurs, en parlant de pas à pas, moi, ma passion, elle a débuté grâce à ce livre de Christophe Helder, Pâtisserie, qui est la Bible gourmande pour tous, qu'on m'avait offert alors que je travaillais au ministère de l'écologie, donc rien à voir. Quoique. Et ouais, Quoi, toi, il y a de Ça a plus en plus commencé. de pratiques vertueuses dans la pâtisserie. Il y a de moins en moins de sucre, par On exemple. fait très attention à en tout cas, nous, c'est quelque chose qui est central dans notre métier. Enfin, on fait attention à notre environnement. Si on peut faire de la pâtisserie, c'est grâce à toutes les matières premières qu'on a, parce que si on nous enlève les bonnes matières premières, on n'a plus de bons gâteaux. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Priscilla, toi, tu as fait un livre qui s'appelle Renversante. ouais, tout à fait. Un livre qui mêle la littérature, l'analyse de la pâtisserie, la littérature. Et, Tu dégustes combien de pâtisseries par jour? Parce que je regarde ton compte Instagram, il y en a 10 000. Ah non, j'ai quand même beaucoup diminué. Ma dégustation au début, c'était 14 par semaine. Ah oui. Voilà. Joli Et score. après, on devient un peu plus raisonné. Ça fait que 2 par jour en nous, fait. Ça deux va. par Voilà. jour. Et là, dans Tous on les va jours. dire, c'est 3 par semaine. J'essaie de rééquilibrer un peu mon alimentation. La dernière que tu as découverte qui était un peu bluffée. Moi aussi. La dernière, alors c'était un dessert. Ouais. C'est le dessert de Jordan Talbot avec de la framboise, du poivron, yaourt grec. Et j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Ouais. Ah ouais, bluffant, parce qu'il y avait une certaine fraîcheur, on voyait que le poivron il rehaussait bien la puissance de la framboise, l'acidité de la framboise. Et il avait mis en fait ce qui faisait toute la différence, c'est le gel Lambrosco. Un peu le vinaigre Lambrosco qui donnait plus de profondeur justement à ce dessert, qui le magnifiait. Voilà, c'est un dessert vraiment à déguster en toute légèreté. Il y avait juste le jeu de texture qu'il fallait avec l'opaline croustillante, le yaourt un peu mousseux parce que c'était un peu un siphon. Et puis ce jeu de texture autour de la gelée de Lambrosco, la confiture. Et comment tu choisis 30 pâtisseries sur des millions de pâtisseries? Je regarde en fonction de ce qui me Celle plaît. qui est la meilleure et la plus belle ou... Non, C'est non, bon, non, bon moi, je suis un peu contre tout ça, le dictat de l'Instagrammable. Pour moi, le praliné ne me fait plus rêver, à savoir que j'étais une grande dingue de praliné. Ouais. Et c'est vrai que le palais s'affine, les goûts changent. Et aujourd'hui, moi, c'est plus des desserts tout en légèreté. Les pâtisseries de Nina, de Claire Hetzler, de Claire Damon, c'est tout à fait ce que je mange aujourd'hui. C'est délicat, raffiné, léger. Et les produits sont bien sourcés. En parlant de ça, Nina, toi, tu es une chef pâtissière online.
Oui. Où est-ce qu'on peut trouver tes pâtisseries? Alors nous, on a notre site internet qui s'appelle La Délicatisserie. Donc délicatisserie.com, voilà. C'est compliqué à dire la première fois, mais on finit par y arriver. .com. Voilà, délicatisserie.com. Et donc en fait, on a lancé ça avec mon mari il y a à peu près juste pendant le Covid. J'ai une famille qui est très geek et qui depuis longtemps m'encourage à avoir un site en ligne, etc. Et j'étais pas encore, moi je suis très artisan dans mon laboratoire, etc. Et en fait j'avais du mal à me projeter là-dedans. Et puis à un moment quand on a commencé en fait avec le Covid, avec tout ce qui a vraiment, on était beaucoup plus digitalisé. Eh bien, je me suis dit allez on va le tenter. Donc on a commencé par faire la galette, ça a cartonné. On s'est dit, on va faire alors la Saint-Valentin. On a fait la Saint-Valentin, ça a cartonné. Fête des mères aussi. Et on s'est dit, on va le lancer au quotidien. Et maintenant, on est ouvert 7 jours sur 7. On a une belle équipe, on est 20. Vous êtes où? On a ici les Moulineaux. En banlieue? Voilà. Et on a énormément de clients de banlieue, du coup, qui sont même pas forcément que d'ici les Moulineaux ou aux alentours. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est plus pratique de pas forcément rentrer dans Paris, etc. Et donc, on a une très belle clientèle de banlieue qui nous fait vivre tous les jours, qui nous commande beaucoup de gâteaux, donc on est content. Stéphane, toi, tu as un souvenir d'enfance comme ça qui... Sur les desserts. Une Madeleine de Proust. Plein. Alors, moi, j'ai toujours effectivement adoré. Alors, moi, c'est très classique pour le coup. C'est-à-dire, moi, une religieuse, ça me suffit. Moi, tout simplement, une boulangerie, parce qu'effectivement, c'était mon accès classique du quotidien à la pâtisserie. Moi, c'était vraiment un vrai bonheur. Alors, j'avais effectivement mes petites favoris, donc c'était voilà. Mais c'est vraiment tout simplement ça. Alors, bien sûr, avec le temps et l'expérience, et comme tu dis, au fur et à mesure, on devient plus exigeant. On aime être surpris. On aime être déstabilisé par une association, parce que forcément on aime élaborer un petit peu sa dégustation. Puis quand on revient au basique, puis en plus en voyageant je me suis rendu compte à quel point la France est un pays béni des dieux pour ça. On est très frustré quand on aime le sucré dans la plupart des pays du monde. D'abord, il y a plein de pays où il n'y a pas de dessert, c'est quelques fruits de babiole, et des pays où il y a effectivement de la pâtisserie élaborée, c'est très très peu. Et le nombre de pays où on est frustré, en France je trouve qu'on n'a pas cette frustration. Là, Partout on a des bons desserts quand même. Voilà, c'est ça. Si on cherche un petit peu, on peut en trouver partout. Et c'est une chance incroyable. Mais c'est vrai que du coup, quand je connais pas, je reviens sur une bonne religieuse, un millefeuille. J'ai vu qu'il y a un plat qui a marqué ton enfance, c'est le klops. Ah non, mais ça c'est autre chose. Là c'est culturel par rapport à mes origines. Non, parce qu'effectivement je suis d'origine polonaise et il y a effectivement quelques spécialités locales. Alors attends une fois, ce sont des pays qui ont une gastronomie de nécessité. Voilà. Il y a des produits qui sont moins bien, c'est des gens qui sont avec peu d'argent, et donc c'est des plats familiaux avec des produits. Voilà. Donc le klops globalement c'est simple, c'est un pain de viande. Alors en fonction des moyens, on va associer des viandes plus ou moins nobles. Voilà, on le cuit avec beaucoup d'oignons dans un oignon caramélisé. Donc c'est très très bon. Et tout bêtement, et ensuite ça se mange avec du chou mais cuit pendant 8 jours. Et c'est très très bon. Mais encore une fois, alors ce qui est étonnant, c'est que je le fais déguster pendant les fêtes à des gens qui n'ont pas cette culture-là et ça marche quand même. Parce que au moment je me suis dit peut-être que c'est que nous parce que c'est l'enfance. Mais non, ça marche quand même. Les gens sont assez surpris. Donc voilà. Mais c'est sûr que la gastronomie polonaise pour le coup, parce que ça c'est une partie de ma famille, est tellement éloignée de la gastronomie française parce que la région n'est pas la même, les produits ne sont pas les mêmes, la culture culinaire n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes, et tout ça, ça a été adapté. Il a fallu contrôle de la pâtissière, mais d'origine polonaise, il y a la babka. Ah oui. Ah oui, la babka. C'est mieux moi perso, je trouve ça mieux en dessert qu'en plat en général. Je trouve que dans ces pays-là, les plats sucrés, les desserts, on a des choses quand même plus enthousiasmantes. Après, c'est un rapport à l'enfance, donc il n'y a pas de débat parce que finalement, ça emporte tout. Mais je suis réaliste, je sais très bien que je vais me faire tuer, mais la gastronomie polonaise, c'est quand même pas pareil. On peut pas... Mais encore une fois, c'est limité par les produits et c'est limité par une culture culinaire en général qui n'est pas la même. Et c'est vrai que quand on est dans un pays où il fait très froid, où il y a beaucoup moins de produits, on s'adapte. Et c'est vrai que par exemple, alors je sais pas, là j'ai moins d'expérience, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une sorte d'incroyable bruit sur la gastronomie scandinave. Moi, j'ai quand même été beaucoup journaliste automobile, donc j'ai beaucoup voyagé en Suède, en Finlande, beaucoup. Et j'avoue que j'étais un peu surpris parce que moi, j'ai quand même beaucoup voyagé en Suède, en Danemark. J'ai dit, on va bien. Alors,
Je me doute qu'il y a des grandes adresses, des grands chefs étoilés, mais je pense que le fond de sauce, j'allais dire, en tous les cas, la moyenne des restaurants, je ne suis pas sûr qu'on soit comme chez nous. Alors qu'effectivement, en Espagne, en Italie, en Grèce, en France, au Portugal, bon truc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je pense qu'il y a la culture. En fait, il y a la culture de se retrouver, la culture un peu latine où on aime bien se retrouver, on est des bons vivants, on aime aussi faire un peu la fête et passer du temps à table. Et je pense qu'il y a ça aussi où. Ouais, peut-être. On aime bien les se sauces. retrouver. Les sauces sont plus complexes aussi. Les sauces, c'est quand même quelque chose de très. Regardez, c'est merveilleux. Voilà. méditerranéen. On va continuer à faire la fête. J'en ai d'autres encore derrière. On voit. On va commencer par ça. Lina, Voilà, c'est je te ça. laisse faire les présentations. Voilà, donc vous avez C'est ici. pas à Copenhague que vous avez trouvé ça. Alors là, on va commencer par regarder de la parenthèse fleurie, donc celle que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ensuite, on a le cheesecake. Alors, ce cheesecake, j'ai mis du temps avant de le sortir. Parce qu'on a fait un fromage avec Laurent Dubois, qui est un meilleur ouvrier de France fromager, qui nous a fait notre crème de Bria exprès pour ce cheesecake. Donc, ce cheesecake, on a un petit sablé reconstitué à la base. À l'intérieur, on a un insert de cheesecake cuit, parce que j'adore le cheesecake cuit. Et à l'extérieur, on a cette mousse de cheesecake cru, où là, on va avoir beaucoup de légèreté. Et donc, j'ai essayé de me faire mon cheesecake à moi. C'est-à-dire que ça, c'est ma version du cheesecake, c'est très personnel. J'ose même pas le découper tellement c'est beau. Ensuite, là, il y a la noisette. Donc, très régressif. J'aime bien avoir des desserts qui sont, pour des personnes qui ont des envies un peu différentes. C'est-à-dire que là, on va avoir la noisette, donc très régressif. Là, on a le côté beaucoup plus léger, fruité fleuri. Là, on a la tarte citron. Classique, mais alors des citrons, voilà, et des citrons qu'on source dans le sud de la France. Grand sujet, l'équilibre du citron. Alors, le citron, on va le sourcer à la ferme Bachès l'hiver, du coup quand c'est en pleine saison. Et ce que je fais, c'est qu'on les commande, ils nous les cueillent à la commande, ils nous les envoient et le lendemain, et on les travaille. Et après, on récupère la pulpe, le jus, les zestes, etc. On les travaille et on les garde au congélateur pour fixer toute leur saveur et les utiliser toute l'année. Donc tu travailles tout en fait. Oui, Tu tout. utilises l'intégralité. Et voilà, et donc du coup, vous allez voir, c'est pas qu'une pulpe de citron. Il y a tout un, je tiens à le dire, parce qu'il y a tout un travail d'agrumes où ça nous demande un gros boulot, parce qu'on ne se rend pas compte comme ça. C'est même le jeu de texture qui décuple un peu les Voilà. sensations. C'est pas mal. Et puis après, on a la tarte Chocolat et chocolat, framboise. incontournable, croustillante, crémeuse dans le plus, voilà, et la tarte framboise que j'ai voulu présenter cette fois-ci avec un pesto de verveine. Mais ce qui est génial, c'est que dans la pâtisserie, c'est vraiment une pâtisserie pour une humeur. Oui. Donc, en fonction de notre humeur et le moment qu'on traverse dans la journée, on ne va pas du tout avoir envie de la même chose. Tu peux avoir envie de réconfort, tu as envie d'un truc léger, tu as envie d'un truc joyeux. Exactement, Ça change. c'est souvent quand on me dit c'est quoi ta pâtisserie préférée, ça dépend de mon heure de la journée. Bah oui. bien Parce sûr. que le matin, Des la bonheurs viennoiserie, ensuite, et mon livre, je l'ai conçu un petit peu comme ça. Et à chaque moment de la journée, veut on quoi a, pour l'envie. Je coupe. Est-ce que tu as un ustensile de cuisine fétiche, favori, qui te... Alors, ce que je récupère souvent dans mon sac, comme ça, qui traîne dans mon sac, j'ai souvent des cornes, parce que je les ai toujours dans ma poche, etc., au cas où, ou des petites cuillères et tout ça, mais sinon, les j'aime bien cornes, la c'est petite pour... palette. Une corne, bref. c'est une sorte de petite palette plastique qui nous aide à racler les fonds de cuve. Toi, Moi, j'en ai Jean-François, deux, tu l'air nous de as amené rien. ton ustensile qui fait peur. Non, moi je vous ai amené un couteau pareil qui a une petite histoire. C'est un couteau japonais, un couteau qui est à la base fait pour les sushis. Ouais. C'est une lame très, très rigide, hein, alors que nous en France, sur ces couteaux-là, souvent on a des couteaux qui sont un peu plus flexibles. Et il a été fait C'est vrai. pour moi, donc c'est ma belle-sœur en fait qui me l'a ramené, mais qui a été commandé par ma femme, qui était au Japon. Et du coup, sur le couteau, le maître coutelier a gravé petit chat. J'avais fait un cours justement de sushi et le maître sushi m'a dit mais pourquoi c'est écrit petit chat sur ton couteau? Et j'ai dit ah donc c'est vraiment bien écrit petit chat. Ouais. C'est très beau. Donc voilà. Mais, ah ouais. Nina, c'est magnifique. Hein. Il y a un Extraordinaire. équilibre dans ta tarte au citron qui est rare. J'adore, extraordinaire. Stéphane, Très équilibré. ça fait combien d'années que tu fais Top Chef? 13 ans. Donc tu as vu des centaines de 190, chefs, je des crois. centaines de Top Chef. Il y en a un qui C'est fou, t'a particulièrement bluffé. Je sais bien qu'on ne peut pas Non, c'est difficile. choisir, mais... Non, moi, ce qui me bluffe, alors je ne sais pas si ça t'est arrivé, toi, mais Ou un plat qui t'a bluffé non, d'un moi, chef. ce qui me bluffe, c'est que je me rends compte que la plupart des cuisiniers sous-estiment leurs capacités. Et Top Chef, comme on les secoue, comme on leur met des challenges assez incroyables, comme on les met dans des situations où ils n'ont jamais été, et qui s'en sortent, voire ils s'en sortent avec les hommages et des félicitations, ils réalisent. Et moi, ce qui m'a toujours bouleversé, c'est ce moment-là. Ce moment où, ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à beaucoup, un
un grand ou une grande chef, quelqu'un qui est effectivement une référence, fait un grand compliment sur un plat réussi qui a été... Et on sent que ça déstabilise parce que d'abord, on ne sait pas si souvent félicité dans le métier. Il y en a même qui pleurent, alors que pourtant tu dis, mais attends, c'est pas possible, ils savent qu'ils sont à la télé, ils vont pas se mettre à pleurer. Non, ça déclenche des émotions. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a travaillé quelques années ensemble sur Top Oui, Chef. oui. Et en fait, ils se révèlent à eux-mêmes. Et tu sens le moment où eux-mêmes sont dépassés par ce qu'ils viennent de faire et ils réalisent où est-ce qu'ils peuvent aller. Ou en tout cas que le chemin est beaucoup plus grand que ce qu'ils imaginent. Tu vois, c'est drôle parce que même en étant champion du monde, j'ai manqué quand même de confiance en moi. Tu vois, même après un titre et pourtant, enfin, championnat du monde traiteur, c'est quand même, t'es Très reconnu. reconnu par tes pairs, bien sûr. pas par des gens de la télé, mais c'est vraiment tes pairs qui te reconnaissent. Et c'est vrai que ça me manquait un peu. Et même au départ, tu le vois dans Top Chef, je fais un peu n'importe quoi, je fais déborder le lait, alors que je suis quelqu'un de super carré au départ, mais c'est hyper déstabilisant. Et ce que tu dis, c'est vrai, ça m'a fait prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, si Cabane existe, je pense que c'est aussi grâce au passage dans Top Chef, l'histoire de la confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, déjà à l'époque, il y avait les réseaux sociaux, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà les réseaux sociaux et c'est vrai que les gens, tu vois l'engouement qu'ils ont et qu'ils veulent, quand est-ce que vous ouvrez, je veux goûter votre cuisine, et c'est vrai que tout ça, ça te fait prendre conscience que, bah ouais, c'est vrai, mince, je sais cuisiner, j'ai envie d'ouvrir un resto, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que j'avais un peu peur, je manquais de confiance, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, si Top Chef, si j'étais pas passé en Top Chef, je pense que restaurant, je sais pas si j'aurais ouvert. Il y a un avant et un après. Et on attend tous ce moment, on appelle ça la bascule, enfin on a tous nos trucs, mais il y a un moment, parfois ça met du temps à arriver. Parce que bon, voilà, c'est dur, comme tu disais, le concours, au début, ils sont complètement perdus, la cuisine est très grande. Tu vois, donc c'est complètement. Les feux sont là, les ustensiles sont là, les produits sont là. Ouais, mais tu as fait exprès. Donc pourquoi ils courent? Parce que 380 mètres carrés de cuisine, ça n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, je sais pas. Non. Donc il y a le stress. Oui. Et puis à un moment, il se passe un truc. Et ça, on est tous en régie, moi je suis aux premières loges, etc. C'est assez bouleversant. Et ça arrive quasiment à tout le monde. Quand t'es pas dans les bistrots pas parisiens, est-ce qu'il y a comme ça des adresses que tu as envie de recommander? Je n'avais pas beaucoup fait depuis la sortie de Top Chef. Et c'est vrai que tu vas dire que c'est parce que je fais du corporatisme. Mais là, pour le coup, c'est ma dernière expérience. Ça marche toujours parce qu'elle sait quand même incroyablement faire. Hélène nous a invités dans son restaurant. Hélène Darroze. Voilà, Hélène Darroze, pardon. Et c'est vrai que on se voit tout le temps pourtant. Et je vois, ça me touche beaucoup parce que je vois l'effort qu'elle fait. Mais c'est vrai pour tous les chefs en général. Quand tu reçois, peut-être même encore plus quand tu reçois les gens avec qui tu travailles. Et je vois qu'elle s'était mis, je ne vais pas dire la pression parce que c'est pas vraiment vrai, mais l'effort qu'elle a fait pour que voilà, toutes les équipes soient au cordeau. Elle faisait attention. Bon, c'est bien, ça vous plaît. Et on a été tous bluffés parce que c'est vrai que Marsan, ça a été fermé, ça a été une histoire. Et à un moment, elle avait même réfléchi en se disant peut-être que je vais garder mes bistrots à Paris, que je vais me contenter d'avoir mes étoilés en Angleterre. 3 étoiles à Londres. Où j'ai des patrons investisseurs. Mais là, etc. À un moment, elle avait réfléchi, je me rappelle, parce qu'on discutait. Je disais, tu sais, Stéphane, moi, Joya, ça cartonne. Elle n'avait pas encore 3 étoiles à Londres, mais elle disait bon, là-bas, je suis sécurisé, j'ai un investisseur. Voilà, je m'éclate, j'ai une équipe, je peux faire ce que je veux, j'ai des moyens énormes. Peut-être que je vais transformer Marsan en bistrot. Parce que finalement, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'argent investi. Et puis à un moment, on me dit, bon, j'y retourne quand même, on fait des travaux, on relance, on fait des trucs, on y va, etc. Et c'est extraordinaire. Et ça cartonne, et elle a eu effectivement ses multiples étoiles à Marsan. Et on y est allé là, et c'était incroyable. Et c'est vrai que, à la fois, j'étais touché parce que je vois qu'elle a mis un effort. Je connais toute l'histoire, donc ça m'a encore plus touché. Dans tous les restaurants, toutes les affaires, il y a des histoires, il y a des stress, il y a un pari, il y a un risque. Et quand ça marche, quand les gens que tu aimes bien te disent va, c'est super, etc. Mais voilà, et c'était à la fois culinairement merveilleux, mais ça, j'avais pas tellement de doute. Je connais ses équipes, je la connais. Mais quand je connais toute l'histoire, parce que même pour ces chefs-là, qui sont pourtant reconnus, reconnus, etc., il y a quand même un moment quand tu rouvres une affaire un peu différemment, que tu changes des choses, il y a quand même une aventure particulière. Aurélie, toi, les dernières adresses que tu nous recommandes, qui est quand même la spécialiste au Journal du Dimanche. Comme on parle beaucoup de sucré là, je vais en recommander déjà une sucrée. C'est un glacier qui s'appelle la Glacerie Paris, qui a un meilleur ouvrier de France qui s'appelle David Westmael. C'est extraordinaire, il est dans le 3e, il est dans le Marais. Et ces glaces sont fabuleuses, pareil, c'est des produits sourcés, on a vraiment le goût des fruits. Il fait un mélange de framboise et de mûre, qu'il appelle la muroise. Et c'est pas du tout gadget, ça tombé par terre, tu as vraiment l'impression d'être dans un jardin avec plein de fruits partout, ça sent bon, c'est délicieux. Et ils tentent des trucs un peu fous, là, je suis allée la semaine dernière et il y avait une glace au beurre. Ah ouais.
Ah, ça m'intéresse ça. bah, y a- Moi qui adore le beurre, Voilà, et là, moi, je suis la une glace au passionnée beurre de beurre. Il y a de la confiture de lait, donc tu Voilà. pas de la glace au beurre. Mais c'est vrai, vraiment mais la alors moi, je glace serais au pas beurre. allée. Ben voilà. Et ben alors c'est très. Alors moi j'ai un surnom, on m'appelle Tartine, mes potes, parce que je me fais des tartines toute la journée avec beaucoup de beurre. Donc, Tartine, moi, petit chat. mon cholestérol, Moi, c'est voilà, mon cholestérol n'est pas génial. Donc du coup j'ai goûté ces glaces au beurre. Alors c'est très particulier. C'est vraiment, tu manges du beurre glacé. Mais alors vraiment. c'est dur ou c'est quoi comme texture? Parce que le Non, beurre, c'est quand même, c'est la texture crème glacée. Oh là là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y a un peu de fleur Incroyable. de sel? C'est un beurre salé ou c'est un beurre doux? C'est un beurre salé. Ah, Donc voilà, ça peut plaire aux Bretons et aux autres qui préfèrent. Et dans les restaurants Dans les restaurants, alors c'est pas des découvertes, mais j'ai mes cantines dans lesquelles j'adore retourner parce que je dois faire 3 restaurants par semaine. Donc souvent je fais 3 nouveautés. Ouais. Et j'aime aussi, c'est un peu comme les pâtisseries, retourner dans des endroits, c'est un peu comme dans des chaussons où d'un coup je me dis ok, ici je suis rassurée, je sais ce que je mange, je connais, je suis un terrain ami. Et il y a un bistrot que j'adore qui s'appelle le bistrot Paul Bert, qui est rue Paul Bert dans le 11e. Et c'est vrai qu'il y a tous les codes bistrot, mais c'est un endroit mythique. Et tu as le carrelage, le vieux zinc, les serveurs qui connaissent leur carte par cœur, qui sont assez familiers avec les habitués. Donc il y a un truc très sympa. Et puis tu vas manger une saucisse purée vachement bonne. Enfin, tu as une assiette de frites faite maison, un steak tartare. Moi, j'aime les trucs un peu rustiques, pâtés en croûte, tout ça. Voilà. C'est mon dada, Tu voulais j'adore. parler du verre volé aussi. Oui, le verre volé, j'adore. Alors, c'est dans un autre registre. Donc là, c'est une cuisine plus élaborée, en tout cas le soir, parce que c'est vraiment une... Ce qui est drôle dans cet endroit, c'est que tu arrives dans une cave à vin, c'est tout petit. Tu as des bouteilles partout sur les murs, du sol au plafond. Tu as une toute petite cuisine ouverte derrière avec des mecs qui sont hyper silencieux, qui en même temps qui sourient, qui se marrent. Il y a une très bonne ambiance. Donc tu manges dans cette espèce de cave à vin et ils te sortent des plats complètement ouf à l'envie. Donc là, c'est une cuisine beaucoup plus élaborée, ce qu'on appelle aujourd'hui une cuisine un peu d'auteur, où on est vraiment dans la tête du chef, quoi. Il va chercher ses produits au marché et puis ou à ses producteurs, et puis après il te fait des trucs très élaborés avec des petites sauces qui sont délicieuses. Il y a beaucoup de sauces et de jus que j'adore là-bas. Donc ça, c'est l'adresse que je donne avec peine. Et c'est rare. C'est-à-dire que le verre volé, à chaque fois, quand j'ai fait un papier dessus, je me suis dit, ouais, non, je me le garde. Celui-là, il est trop bon, l'avantage, j'emmène c'est que que c'est les ouvert potes 7 de ma jours sur famille. 7. Et en fait, c'est ouvert 7 jours sur 7 et j'adore. Et en fait, bon, le plaisir de la cuisine, c'est quand même de la partager. Christina, toi, quand tu n'es pas dans les pâtisseries, t'es où? Alors, chez Dupin, ça c'est ma Ah oui, cantine bah oui, de Nathan je Hello, le chef Nathan Hello. Ouais. C'est une cuisine bistronomique, mais qui est très bien maîtrisée. Et puis lui, il est complètement anti-gaspillage, donc il va utiliser les pots de poisson pour en faire des sortes de petites chips. Il jette rien, il utilise tout et c'est très agréable. Mais on se sent un peu comme chez soi. Et son souffle au chocolat est tombé. C'est vrai, je l'ai mangé il y a 3 semaines, c'était à tomber par terre. Ah ouais. Et autre chose que tu adores, c'est le gazpacho. Le gazpacho, c'était côté salé. J'ai découvert avant-hier chez Colorova. Et Colorova, c'est juste à côté de chez Ferrandi, Paris 6. D'accord. Voilà. De l'abbé Grégoire. À Paris Grégoire, voilà. Et là, c'était gorgé de saveurs. Il utilise des tomates du potager. On avait ce jeu de texture avec la brioche grillée qui croustillait, l'estragon. Il y avait vraiment une tonne de saveurs. Et puis la crème de piquillos aussi qui réveillait un peu la tomate. J'ai trouvé ça extraordinaire. Jean-François, tu as d'autres adresses d'amis en banlieue? Oui, alors moi je vais jouer la carte de la banlieue. J'ai 2 adresses en banlieue, une de cœur et une qui m'a aussi amené à faire mon restaurant et qui m'a dit que ça pouvait marcher. Donc ça, c'est le Ripailleur à Saint-Ouen. C'est un ancien du Georges. On a travaillé tous les deux au Georges V, pas ensemble, mais on a travaillé tous les deux au Georges V. Il s'appelle Stan. Il a ouvert le Ripailleur 1 an et demi avant que moi j'ouvre Cabane. Et je me suis rendu compte, donc il est placé à Saint-Ouen dans un endroit un peu improbable, derrière la patinoire. Un truc où jamais tu penserais que ça allait cartonner. Et du coup, quand moi j'ai commencé à avoir l'idée du restaurant, j'ai dit Stan, ça te dérange si je viens faire 2-3 services juste pour voir comment tu t'organises et tout. Et le premier service qu'on a fait, c'était son plus gros service. Donc en fait, je suis arrivé, on a fait 120 couverts dans un truc où tu te dis mais comment les gens viennent ici? Mais en fait, il m'a dit c'est juste, on fait tout maison, c'est bon, c'est rapide et en fait ça marche. Et là j'ai dit ok, je sais que ça peut fonctionner en banlieue parce que là où il est, à Saint-Ouen, dans une rue un peu derrière la patinoire comme ça peut marcher. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur, donc Stan. Ouais. Et mon deuxième, c'est Yannick Tranchant qui a l'Escargot, qui a un lieu magnifique que tu connais parce que il faisait partie autrefois des bistrots pas parisiens. Absolument. Et du coup, un vrai chef comme on peut les connaître, un peu à vif, À Puteaux. un peu rock'n'roll. Il est à Puteaux, ouais.
Et en fait, lui, en plus, à la base, j'ai et lui, travaillé ouais, c'est un avec lui, pâtissier au ouais, départ. Mais c'est marrant, on a comme Guillaume Sanchez qui était pâtissier au départ, qui a ouvert des restaurants. Et voilà, avec une vraie sensibilité, une cuisine qui est toujours bien équilibrée, une salle magnifique et vraiment qui a beaucoup de mérite. Et voilà, l'adresse, quand on veut aller manger avec ma femme, on va chez lui parce qu'on voilà, on se régale. Les 2 adresses de banlieue. Ce sera que mes moi, 3 j'adore. prochaines adresses avec la tienne dans le JDD. Là. Je vais faire les restaurants de banlieue. Tu verras, franchement. J'ai envie qu'il ait l'agréable. C'est bien parce que tu as différentes. On est tous un peu sur un créneau un peu différent. Ouais, donc c'est tu génial, verras, tu auras ouais. 3 adresses mais qui cartonnent en Ouais, très banlieue. bien. Et Ouais, tu vois, c'est souvent ce qu'on me dit, les gens qui sont de banlieue me remercient. Je pense que vous devez l'avoir aussi. Exactement. Merci d'avoir ouvert à Nanterre, parce que nous on est à Nanterre quand même. C'est vraiment pas la ville la vrai, plus c'est sexy vrai. du 92, voire même la moins sexy. Quand tu Dans vas à l'idée, Nanterre, dans souvent l'idée, c'est jamais mais des. après, on ne connaît pas forcément en fait. Bah, c'est ça, surtout. quand tu vas venir, bah, tu verras que Nanterre, là où on est situé, c'est un joli petit village, un petit La place est bourg. mignonne. Là où on est, c'est vraiment sympa. Et du coup, moi, ça me fait plaisir que ces gens qui habitent Nanterre, même ils y croyaient pas, ils disaient mais attendez, vous avez fait Top Chef, vous êtes champion du monde, qu'est-ce que vous faites à Nanterre? Ouais. Bah, je lui dis, moi déjà, j'habitais à Nanterre déjà depuis Ouais. 5 ans, et il y avait un manque, il y avait ce manque, et je me dis, je dois pas être le seul à me dire, il manque un resto, il faut toujours que j'aille sur Paris, ou alors dans des banlieues, mais pas à Nanterre. Et on a eu raison, parce que c'était un coup de roulette au départ, hein, on ne savait pas si elle allait fonctionner. Et bien finalement, ça a fonctionné. De mieux en mieux, puisque le bouche à oreille fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une clientèle qui est régulière et qui en parle encore. Et voilà, je veux dire, la banlieue, c'est l'avenir. Hein, Nina, une dernière adresse à recommander? Alors moi, du coup, j'allais recommander une adresse à Paris, mais je veux non, bien tu peux, recommander mais une tu autre peux en les deux, dehors. les deux. J'ai pensé à une adresse aussi où j'y suis allée en dehors de Paris. Alors la première adresse, où ça c'est ma cantine, moi j'adore les films de William Le Deuil. Ah oui. Ah oui. Et au Kitchen Terre en fait, ma sœur travaille là-bas aussi et ça fait que comme j'ai peu l'occasion avec mon rythme de vie d'aller au restaurant, quand on peut joindre l'utile et l'agréable à d'aller voir sa sœur en cuisine et d'aller bien manger une bonne cuisine, Kitchen Terre c'est ma petite cantine. C'est une belle cantine, hein. J'ai de la chance. Et après, pour nommer une adresse à laquelle je suis allée qui était super à l'extérieur de Paris, c'est la Villa 9-3. Où du coup c'est un petit havre de paix. On arrive dans une maison et voilà, et on y mange super bien. Voilà, je trouve que c'est un peu hors du temps. Donc on est à Montreuil. On s'attend pas du tout à avoir ce restaurant-là. Et voilà, j'ai très bien mangé, j'ai passé un super moment. Eh ben, les très bonnes choses ayant une très bonne fin, il me reste juste à vous remercier. Merci Stéphane, la puissance invitante. Oui, mais merci d'être venu jusqu'à moi. À très bientôt pour un prochain épisode de Bande de Food. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube, vous pouvez nous écouter même sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver toutes les bonnes adresses, toutes les bonnes pâtisseries de Nina, tous les livres qu'on a recommandés et toutes les adresses de restaurants sur les réseaux sociaux, tout ce qui peut se noter avec des pouces et des étoiles. Et je finirai par cette belle phrase d'un certain Jean-François Bury. La banlieue, c'est l'avenir. La banlieue, c'est l'avenir. Ouais, bien sûr. À bientôt, ciao.